Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être ici. Moi, je vais vous faire une petite présentation de mon expérience lors de ma carrière et mes débuts de jeune sportive. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les discours de Myriam et Richard, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, moi j'ai commencé le golf toute petite. Comme vous l'avez dit, j'avais un papa très investi dans le golf et surtout dans le sport. Donc ça vous fera comprendre beaucoup de choses sur la suite des événements. Éducation ultra judéo-chrétienne, donc tu travailles et puis ça paiera. Et en même temps, beaucoup de barrières, parce que dans toute cette éducation, il y a une forme de... j'étais incitée à être ultra discrète, trop discrète pour faire du haut niveau. Donc mon fil conducteur à moi, ça a été de m'assumer en tant que jeune femme et en tant que sportive de haut niveau. Donc ça a été très difficile parce que très vite, lorsque j'étais en équipe de France sous le coaching d'Anne, j'ai été confrontée à la notion de plaisir qui m'empêchait de gagner. Donc j'étais jamais la meilleure du groupe, j'étais tout le temps un petit peu derrière, à me poser beaucoup. J'avais l'impression de me poser beaucoup plus de questions que les autres filles qui semblaient déjà plus douées que moi. Donc voilà, je crois que c'était en 98. Donc Anne était coach de l'équipe de France. J'essayais de gagner ma place en équipe de France, ce qui était quelque chose de très important pour moi, d'avoir ce blazer rouge et c'était une grosse fierté. Et très vite, je me suis rendu compte que je prenais pas de plaisir. J'arrivais pas à trouver le plaisir dans la pratique, alors que j'étais passionnée par cette discipline et passionnée par le sport. À l'époque, Isabelle Inchospé, qui est docteur en psychologie clinique, qui a suivi Tony Estanguet toute sa carrière, Amélie Mauresmo, Justine Dupont récemment, travaillait pour la fédération et j'ai eu un entretien avec elle. Un entretien qui m'a troublée parce qu'elle a su aller droit au but, je pense sous l'influence d'Anne qui me connaissait très bien. Et d'où le parallèle avec ce que vous disiez sur la relation que le coach mental doit avoir avec l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, en l'occurrence Anne, connaissait des choses sur moi que ma prépa mentale ne connaissait pas. Donc elle a su aller droit au but. Et très vite, on a dû travailler sur cette notion de plaisir, qui a été très difficile pour moi. Mais je pense qu'au fond de moi, l'intérêt de la préparation mentale, mon but à moi, c'était de m'assumer et de grandir et de devenir quelqu'un de meilleur. Et le golf a été mon école de vie finalement. Donc toute cette prépa mentale que j'ai fait avec Isabelle m'a permis d'accéder à un niveau supérieur. Et puis après, les choses évoluent. À aucun moment, j'avais dit que j'allais passer pro. Parce que, encore une fois, certains entraîneurs, certaines personnes me disaient que je n'étais pas assez forte. Alors ça, vous, futurs entraîneurs, faites attention, parce que ça, c'est des mots forts qui font du mal à des jeunes sportifs, qu'il faut faire très attention. Je pense qu'il y a une différence entre être fort et avoir les capacités de faire du haut niveau et s'en donner les moyens. Et je pense qu'à partir du moment où un jeune se donne les moyens, celui-là, il vaut le coup de vraiment être entraîné et on peut dire que lui peut faire du haut niveau, je pense. Donc voilà, j'ai commencé ce travail difficile. Beaucoup de questions, beaucoup de pleurs, beaucoup d'envie d'arrêter parce que ça demandait beaucoup d'efforts et parfois peu de résultats. Et malheureusement, on est tous confrontés à cette notion de résultat, malheureusement. Est venu le moment où il fallait que je choisisse entre études et sport. Comme vous le savez, en France, c'est compliqué de faire du haut niveau et de faire des études en même temps. Donc, j'ai décidé de partir aux États-Unis à la fac. Donc ça, c'était en 97, je crois. Je ne sais plus trop, ça date. À ce moment-là, la fédération n'aidait pas du tout les jeunes à partir là-bas, donc j'ai fait toutes les démarches moi-même.
Bien évidemment, pas Internet, donc les dossiers se faisaient à la main, il fallait aller à la poste, les envoyer, attendre que ça arrive à l'autre bout des États-Unis, que ça revienne, donc ça a pris pas mal de temps. Et j'ai finalement pu partir aux États-Unis, alors complètement à l'aventure. Je suis partie avec mon sac de golf et ma valise, et je ne savais pas où j'allais. J'allais dans le fin fond du Nouveau-Mexique, pour ceux qui connaissent, pas très loin d'El Paso, donc frontière assez dangereuse entre les États-Unis et le Mexique. Je suis partie là-bas, voilà, à l'aventure. Je connaissais personne, je parlais très très mal anglais. Et puis là-bas, j'ai appris à me connaître. J'ai appris où étaient encore d'autres limites qui évoluaient, parce que nos limites évoluent, changent, bougent. Et puis j'ai surtout appris aux États-Unis à gagner. Et cette notion, en France, elle est, je ne sais pas si elle est oubliée, si elle est, je ne sais pas trop comment l'expliquer. On n'a pas cette culture-là de la gagne, en tout cas. Et moi, ce que j'ai aimé là-bas, c'est que, eh bien, avec une douleur à l'épaule, avec une technique pas forcément au point, ben, on doit pouvoir gagner. Et ça a changé ma perception des choses et surtout ma perception après de mon entraînement. J'ai su faire des entraînements plus qualitatifs parce qu'il fallait que je fasse des cours quand même, il fallait que j'aille à l'école. J'ai appris à me servir de mes temps au golf pour vraiment travailler. Sans ma coach, puisque les coachs aux États-Unis sont plus des personnes qui s'occupent de la logistique que de la technique. Moi, j'avais une coach qui connaissait quasiment rien au golf, donc c'était assez dramatique. Mais voilà, j'ai appris ça, j'ai appris à gagner. Et lors de ma dernière année, là-bas, je me suis rendu compte que finalement, ma vie, elle était dans le golf. Et que je ne me voyais pas du tout être enfermée dans un bureau, travailler. Puis travailler dans quoi, j'avais aucune idée. Il n'y avait vraiment rien qui me passionnait, hormis le golf et tout ce que le golf m'apporte finalement en tant que personne. Donc voilà, j'ai décidé de passer pro, je suis rentrée en Europe et je me suis installée à Moliette, dans un petit bled perdu dans les Landes, au milieu de la forêt avec les biches et les cerfs. Et je me suis entraînée beaucoup avec Anne, qui était mon premier entraîneur officiel, on va dire. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé, toujours avec Isabelle. Donc encore une fois, une préparation qui évolue, des questionnements qui évoluent. Et là, le passage pro. Donc, décider d'en faire ma vie, décider de me remettre en question, d'être capable de me remettre en question très régulièrement, voire trop régulièrement, parce que c'est vraiment fatigant et usant. Et puis voilà, ce passage pro complètement un peu dans l'inconnu, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop de... Moi, petite, j'avais pas forcément d'idole féminine de golf. J'avais des idoles masculines, parce qu'on voyait beaucoup d'hommes à la télévision ou dans les magazines, mais d'idoles féminines, j'en avais pas, ou très peu. Et puis je suis passée pro, et là, ça s'est enchaîné assez vite. Jamais j'ai dit, quand j'étais petite, que j'allais être, en l'occurrence, numéro 1 européenne, ce que j'ai réussi à faire. Les choses se sont organisées petit à petit. Et les étapes se sont présentées à moi petit à petit. Et à chaque étape, j'ai fait une sorte de remise en question et je travaillais toujours, évidemment, en parallèle avec mes coachs et ma prépa mentale. Ma première grosse barrière dans ma carrière pro, ça a été ma première victoire. Il faut savoir qu'au golf, on gagne très peu. Si on veut parler de tennis, par exemple, au tennis, peut-être vous ne gagnez pas le tournoi, mais en amont, vous gagnez des matchs. Or, au golf, soit on gagne, soit on finit deuxième ou troisième, et là, ça compte très peu, ou pas. En tout cas, pour moi, ça comptait très peu, parce que j'aime gagner plus que tout. Donc, cette première barrière de la gagne, c'était voilà, la première grosse étape de prépa mentale dans ma carrière pro. Une fois que cette barrière a été franchie, comment je fais pour gagner mon deuxième tournoi? Parce que maintenant que j'ai commencé, quand même, un petit deuxième, ça serait bien. Et puis voilà, 3, 4, 5, 6, et j'en ai gagné 14. Et toutes ces victoires ont eu
un goût différent, m'ont apporté des choses différentes et sont arrivés à des moments différents dans ma carrière. On me demande souvent quelle est ta plus belle victoire, et en fait je suis incapable de le dire. Il y a eu la première forcément parce qu'on l'attend, parce qu'on fait tout pour qu'elle arrive. Et puis il y a eu pas forcément la dernière, parce que je ne pensais pas que ça allait être la dernière. Donc il m'en manquait une pour atteindre le Hall of Fame du golf européen. Je l'ai pas fait, mais il y a une victoire qui m'a beaucoup marquée parce que je suis partie. Après, j'ai décidé d'aller plus loin, plus haut. Forcément, quand on commence à marcher les escaliers, ben, on va arriver sur le prochain palier. Et le golf est un petit peu comme le basket en Europe, où le niveau européen est excellent. Mais si on veut toucher et se frotter au meilleur mondial, il faut partir aux États-Unis. Donc, je suis partie aux États-Unis. Mais je suis partie assez tard dans ma carrière, tout simplement parce que j'avais besoin d'être sûre de moi, et pour que je sois sûre de moi, il faut vraiment que je sois très forte, et donc j'ai décidé de partir. Et là-bas, j'ai vécu une première année fantastique, où j'ai découvert le très haut niveau, où j'ai changé de coach, j'ai travaillé avec un coach australien très réputé, et première année fantastique, la découverte. C'est comme un enfant qui arrive à Disney et qui découvre toute cette beauté, et puis le sport vraiment à son état pur. Et puis l'année d'après, une sorte de dégringolade dans tous les aspects de ma vie, de mon sport, de ma vie. Tout est parti un petit peu dans tous les sens. Et là, j'ai décidé de rentrer. Alors, très souvent, quand les filles partaient aux États-Unis et vivaient un échec, elles rentraient en Europe et arrêtaient de jouer. Et moi, je suis rentrée et j'ai dit, je rentre, ça c'est sûr, parce que ma vie là-bas ne me rend pas heureuse, je ne suis pas épanouie. En revanche, je rentre pour être meilleure. Je devais avoir 37 ans, 38 ans. Et donc, en ayant été numéro 1 européenne, ce qui est arrivé 2 fois dans l'histoire du golf français, j'ai gagné 14 tournois, j'ai joué les plus gros tournois du monde. Et là, je décide de tout remettre à plat. Parce que ce n'est pas possible pour moi d'arrêter dans ces conditions. Je savais que je n'étais pas allée au bout des choses. Donc, remise en question, changement de coach, de nouveau. Toujours avec Isabelle à mes côtés, parce que pour moi, j'estime que c'est un lien de confiance qui est ultra important. Et je suis revenue et là, j'ai regagné. Et j'ai gagné un tournoi qui n'était pas très gros, mais qui finalement m'a apporté énormément de choses parce que ça validait tout le travail que j'avais fait depuis toutes ces années. Et cette victoire-là m'a permis de passer sur un autre type de fonctionnement, où là, je suis allée complètement dans le golf plaisir, en m'entraînant énormément, bien entendu, dans le golf plaisir pour finir ma carrière sereine. Donc voilà, j'ai continué, et puis l'annonce du retour du golf au JO a été faite. Donc là, j'ai eu l'impression de rebondir sur un trampoline et de me dire, allez, c'est reparti, on continue, on se remet en question et on continue. Sachant que pour Rio, les JO de Rio, j'allais avoir 41 ans et je jouais contre des filles qui en ont 20 à peu près, grosso modo. Donc qui arrivent à la sortie de l'avion dans d'autres prédispositions que moi. Et une fatigue générale quand même que je commençais à ressentir. Et j'ai réussi à aller au jeu. Et honnêtement, c'est une de mes plus grandes fiertés, parce que je n'ai pas été championne olympique, donc j'imagine ce que c'est que d'être championne olympique. J'imagine sans imaginer, parce que ça doit être extraordinaire. Mais j'ai vécu là-bas alors c'était pas un grand moment de golf, parce que bon, j'ai fait ce que j'ai pu, ça c'est sûr, mais c'était un grand moment de sport. Et pour moi, qui ai toujours considéré le golf comme un sport, c'était hyper important. Voilà, et puis après est venu le moment de ranger les clubs, tout simplement, parce que la boucle était bouclée. En tout cas, ma boucle personnelle, le travail que je fais Isabelle, n'est pas terminé, bien entendu. Mais aujourd'hui, j'utilise d'autres outils pour m'accomplir et m'assumer et me détacher d'une éducation, assez dure pour une jeune femme pour s'assumer.
Donc aujourd'hui, je suis maman de 2 petites filles, et dont une toute petite. Donc voilà, je passe beaucoup d'énergie à transmettre tout ce que j'ai pu apprendre dans le sport et toutes les valeurs que je connais avec mes filles. Et puis j'ai commencé à coacher les jeunes de moins de 18 ans, les jeunes filles de moins de 18 ans. Donc tout ça pour vous dire que ce titre, Journée Sport, la préparation mentale et l'accompagnement au service de la performance, c'est quelque chose qui me touche, mais au-delà de la performance, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la réalisation de l'être humain que vous avez en face de vous. C'est ce qu'il recherche lui. Il faut arriver, c'est facile à dire, mais il faut arriver à comprendre ce que veulent les jeunes qui sont en face de vous et arriver à déclencher et à toucher quelque chose qui, eux, les font avancer. Alors c'est facile à dire, moi je suis dans la pratique complète, on a des gens ici qui l'expliquent beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'au-delà du sport, vraiment l'accomplissement de soi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on voit les sportifs qui arrêtent, ce dont on parlait hier avec Yannick, les sportifs qui arrêtent pour des bonnes raisons sont des sportifs retraités, épanouis. Et ça veut dire aussi que le travail a été fait en amont. Donc voilà, j'ai effectivement eu des moments très difficiles, eu des moments où j'ai eu envie de tout lâcher. Je me suis fâchée fort avec mes coachs, dont Anne, avec qui on a eu une période où on ne se parlait plus du tout. C'est dire si elle est entière et moi aussi. Donc il y a des moments qui sont vraiment difficiles, mais il faut jamais oublier son fil rouge, savoir pourquoi on fait les choses, où est-ce qu'on veut aller, sans parler de résultats. Moi, j'ai jamais parlé de résultats, j'ai jamais dit je veux être numéro 1 européenne. J'ai travaillé, et puis j'ai fini 4e du classement, j'ai fini 2e. J'ai fini 3e, je me suis dit, quand même, ça doit être faisable. Donc j'ai dit, un jour, je l'ai formulé, alors que je n'étais pas du tout du genre à faire ça. Mais je pense que, consciente de tout le travail que j'effectuais, j'ai dit haut et fort, aux médias notamment, objectif 2008, je vais être numéro 1 européenne. Et je l'ai été. Et ça aussi, ça c'est une fierté. Ça c'est pas mal, parce que quand on a un objectif et qu'on arrive à l'atteindre, là quand même on peut se regarder le soir dans le miroir. Après, encore une fois, ce qui est très important, c'est ce que les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mettent en place pour réussir ce qu'eux ont envie de réussir. C'est pas à nous de leur dire « je vais t'entraîner pour que tu sois numéro 1 mondial ». Si le gosse, ça lui parle pas, ça sert à rien. Je pense qu'il faut vraiment avant tout savoir ce que l'athlète recherche, ce qu'il a envie de toucher, et après on peut l'aider avec des moyens différents, que ce soit un très bon coach, un bon préparateur mental, un bon préparateur physique, parce que la performance, c'est, comme le disait Myriam, un ensemble, et tout est lié. Moi, je faisais du physique tous les jours, j'avais des semaines où je faisais des séances 2 fois par jour. Donc c'est très complet. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci Gladys. Y a-t-il une question? Bonjour, merci pour votre témoignage. Vous avez dit que, en lien avec votre éducation, la culture française, peut-être que Coubertin n'y va pour rien, la culture de la gagne en France c'est compliqué. Vous avez dit qu'aux États-Unis, quelque chose s'est décomplexé chez vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, est-ce que vous connaissez le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'essentiellement, il y avait déjà le regard de mes parents, qui était, pour le coup, loin de manière physique. Donc, je vivais mon golf en dehors de mes parents et en dehors de ce que je pouvais entendre en rentrant d'un tournoi. Quand j'étais amateur et que je jouais pour l'équipe de France et je jouais à la maison, j'étais sur le parcours et en fait j'avais peur de ce que, à leur manière différente, mon papa ou ma maman allait me dire. Et quand je suis partie aux États-Unis, j'ai fait ma vie en fait. Et je leur racontais un tiers ou même pas des choses que je faisais. Et par conséquent, sur le parcours, j'étais beaucoup plus libre de m'exprimer à ma manière et sans jugement. Et en fait, là-bas, il n'y a pas de jugement.
on vous demande de performer. Et si vous ne performez pas, on se pose et on réfléchit pourquoi, mais on ne juge pas la contre-performance. Et ça permet après de passer un cap et d'aller vers le haut niveau. Donc voilà. Et du coup, auprès de nos entraîneurs, est-ce qu'il y a un message que vous pouvez faire passer, puisque vous avez vécu ça, et que nous, les entraîneurs en France, sont un peu porteurs de ce... C'est difficile de... Peut-être qu'il y a effectivement une culture de la gagne qu'on n'a pas acquise, ou en tout cas qui est complexée. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, il y a quelque chose que vous pouvez... qu'est-ce que vous insufflez aux enfants, aux athlètes que vous entraînez, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez dire aux entraîneurs à ce sujet-là qui puisse décomplexer l'envie de gagner? Quand je coach mes petits bébés, là, j'essaie de leur faire comprendre que, au fond, ça doit venir d'elles déjà. Pour la plupart, en tout cas dans le golf, je ne sais pas, dans l'équitation, il y a un grand nombre de jeunes filles qui jouent parce que leur papa a décidé que. Et moi, ce que je cherche à savoir, c'est si elles ont vraiment envie. Et je leur explique que si elles s'en donnent les moyens, elles vont réussir quelque chose. Elles vont arriver à gagner peut-être un petit tournoi, mais elles vont commencer à gagner. Et une fois qu'on commence à gagner, si on est sportif, si on est prédestiné à faire du haut niveau, normalement, après, ça doit s'enclencher. Donc, en tant que coach, c'est comprendre l'objectif de son poulain et l'aider et lui faire comprendre que gagner, c'est bien et il ne faut pas avoir peur de gagner. Parce qu'on est là pour ça, finalement. Que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel métier, être meilleur que les autres, si c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Donc je pense que oui, en France, on a... je ne sais pas si c'est un problème culturel, mais ça dépend, oui, pour moi, de la culture et sportive, et en ce qui concerne ma discipline, golfique, où vraiment c'est pauvre, c'est très pauvre. Une autre question? Alors, au milieu. Bonjour, vous avez parlé de performance et vous avez aussi parlé de plaisir. Vous avez dit que quand vous étiez revenu des États-Unis, vous aviez davantage cherché à golfer avec plaisir. Quel lien faites-vous entre performance et plaisir? Et lorsque vous avez monté, pardon, mes cavaliers, lorsque vous jouiez au golf avec davantage de plaisir, en étiez-vous pour autant moins performante? Alors, je pense que la notion de plaisir, elle arrive un petit peu plus tard dans la carrière, même si elle est très importante. Sinon, on est dans la contrainte, et dans la contrainte, c'est difficile de performer. Oui, moi, c'est arrivé plutôt en fin de carrière, et c'était des mots qui étaient un peu paradoxal. C'est-à-dire que pour moi, le travail, l'acharnement à l'entraînement, se dépasser, se surpasser, ça ne va pas forcément avec plaisir. Et finalement, j'ai appris que si. Parce que c'est ma passion. Parce que j'aime ça. Et je sais aussi, dans un coin de ma tête, que tout ce travail effectué m'amènera le plus près possible de ce que j'ai envie de toucher. Donc oui, j'ai aussi changé de coach, et j'ai pris un coach plutôt ancien, qui lui m'a aidé à être encore plus dans la notion de plaisir. Donc c'est aussi moi qui ai décidé de m'entourer de personnes qui me permettaient de toucher ça. Mais c'est vrai que c'était difficile, j'ai eu beaucoup de mal, et c'est aussi peut-être pour ça que je ne suis pas allée plus loin, parce que j'ai pas atteint le top niveau mondial, mais probablement parce que cette notion de plaisir a été très difficile pour moi à briser et à atteindre. Et est-ce que ton préparateur mental t'a aidé à ce moment-là? Est-ce que ta psycho, qui s'appelle Isabelle, t'a accompagné, et comment? Oui, bien sûr, avec des discours très simples toujours. Quand j'ai décidé de revenir des États-Unis, où tout le monde pensait que j'allais arrêter ma carrière, elle m'a dit: qu'est-ce que tu vas aller chercher? Je lui ai dit: je veux regagner. Elle me dit: mais regagner, tu t'as déjà gagné. Cherche autre chose. Va chercher autre chose. Et sur ces notions de plaisir, elle m'a aidé à simplifier les choses, simplifier les entraînements, faire plus de qualité, faire plus de jeux, de jeux
golfique, c'est-à-dire pas juste aller sur le parcours, faire des jeux avec des copains, avec d'autres joueuses, et puis m'ouvrir un peu plus, parce que j'étais quelqu'un d'assez fermé et ultra concentré sur ce que j'avais à faire, donc sur des notions d'ouverture, vas-y, éclate-toi, fais le travail en amont, tu t'entraînes, tu fais tout ce que tu as à faire, et une fois que tu y es, pilotage automatique, et on lâche les chevaux. C'est pas mal comme expression, ça. Une autre question en bas. Vous nous avez dit que vous aviez 2 enfants. Ils jouent au golf? Alors la première a 8 ans, et elle joue au golf, évidemment, pas assez bien à mon goût. Ma question est simple, c'est est-ce qu'elle joue au golf parce qu'elle aime le golf, ou est-ce qu'elle joue au golf pour vous faire plaisir? Alors elle a commencé le golf parce que je lui ai mis un club dans les mains, ça c'est certain, mais aujourd'hui elle aime le golf, elle aime aller au golf, même quand il fait des mauvais, et elle est impatiente d'y aller. Elle me demande de lui donner des cours en plus de ses cours à l'école de golf. Donc non, pour l'instant, elle le fait évidemment parce que je l'incite à le faire, mais elle aime ça. Donc c'est pas une question piège, hein, c'est qu'on on rencontre assez souvent ce genre de choses, et ça peut être pour nos enfants, moi j'ai le cas. Et on se pose rapidement la question, est-ce que réellement c'est une discipline qui leur plaît, ou est-ce que c'est pas pour faire plaisir? Et on peut l'avoir aussi avec certains de nos élèves. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi quand j'ai commencé à 7 ans, je vais pas vous dire que j'adorais ça. Hein. J'aimais pas. J'étais quelqu'un de très dynamique, et j'arrêtais pas de me fâcher avec mon père parce que je rentrais des cours collectifs le mercredi après-midi, et j'avais passé 1 heure sur le tapis à taper des balles, et on n'allait jamais sur le parcours. Et je devenais folle. Je rentrais, j'avais 7 ans. Et je disais à mon père, c'est nul, je vais arrêter, j'aime pas ça, je m'ennuie. Et à chaque fois, le pro, il nous faisait taper des balles, et puis au bout de 3 minutes, venez là. Donc vous l'imaginez, le vieux pro de golf avec la pince, le truc, et il nous disait, alors le swing, c'est comme ça, là, il faut faire ça. Et nous, on attendait. Et on disait, bah oui, d'accord, mais quand est-ce qu'on essaie? Puisque le but, c'était ça. Et moi, je voulais aller tout le temps, je voulais aller sur le parcours. Et je me suis fâchée petite, hein, je faisais déjà ma rebelle. Donc voilà, pour l'instant, ma fille, ça a l'air de lui plaire. Et puis la petite, elle a 16 mois, donc je lui mets des balles dans les mains. Il y a une expression, en anglais, je vais traduire, je ne vais pas parler anglais, qui dit « quand on veut réellement quelque chose, on trouve la voie, la route, et quand on ne veut pas réellement quelque chose, on trouve des excuses ». Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, vous ou pour des collègues, hein, de joueuses, à un moment donné, quand ça ne marche pas, quand ça ne matche pas, de dire pour le golf, c'est le vent, c'est l'herbe, c'est le green, voilà. Est-ce que vous constatez ça? Oui, le golfeur est assez doué en termes de recherche d'excuses. Je pense qu'il est, il est parmi les meilleurs. Malheureusement, notre discipline est difficile dans le sens où la balle est à l'arrêt et on démarre le mouvement quand on l'a décidé. Donc les excuses, si on cherche un petit peu, normalement il n'y en a pas. Parce que s'il y a du vent, on l'a analysé. Si quelqu'un a parlé, il fallait s'arrêter et puis recommencer sa routine. Mais c'est comme tout. Quand on veut un petit peu fuir la réalité, c'est plus facile de mettre la faute sur les autres. Donc après, c'est une question de... quand vous rentrez à la maison le soir, vous regardez dans le miroir et dire ouais, c'est bien. Aujourd'hui, tu as bien bossé. Du résultat, on peut toujours tomber contre meilleur que soi, là on n'y peut rien. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est d'aller au bout de soi-même. Et je pense maintenant avec du recul que la raison pour laquelle j'ai très bien vécu la fin de ma carrière et l'arrêt complet de ma discipline, c'est que je sais au fond de moi que je suis allée au bout des choses par la pratique sportive. Je ne suis pas allée au bout des choses, bien évidemment, j'ai encore des milliers de choses à apprendre, mais je vais les apprendre différemment. Mais les excuses, c'est facile. C'est la solution de facilité, finalement. Mais les gens qui trouvent beaucoup d'excuses, ce n'est pas les plus intelligents. Donc, eux ne réussiront pas, ça c'est certain. Juste pour compléter, est-ce que votre psychologue, elle vous a aidé aussi par rapport à ça? C'est-à-dire que de temps en temps, vous dire, voilà, le chemin, est-ce que c'est vraiment la motivation? Est-ce qu'elle est vraiment celle-là?
Et à un moment donné, est-ce qu'elle vous a aidé dans ce sens-là, de vous dire te pose pas les mauvaises questions et peut-être recentre-toi sur l'objectif qui était le vôtre? Je ne sais pas, je suis peut-être pas assez autocritique, mais je ne pense pas m'être posé souvent les mauvaises questions. Enfin, Anne me connaît bien, peut-être qu'elle pourrait le dire, mais j'étais à l'inverse trop dure, vraiment dure avec moi même. Ouais, beaucoup trop dur. Et les gens me disaient, mais lâche, c'est bon. Et je disais, bah non, mon éducation, c'est de toute façon, tu n'y arriveras jamais, t'es pas assez forte. J'ai tout entendu. Donc, même de la part de certains coachs quand j'étais plus jeune, où on m'avait dit que techniquement, j'y arriverais jamais. Donc, non, je pense que des questions, je m'en suis posée, voire trop, à certains moments. Une question en haut. Ce ne sera pas une question, mais juste une plaisanterie sur les golfeurs. Une petite plaisanterie dit par Bobo, que notre animatrice connaît sûrement de nom. C'est que quand tu prends un golfeur et que tu le portes à l'oreille, tu entendras un alibi. Et c'est très vrai dans le golf, mais c'est aussi très vrai dans l'équitation, ayant pratiqué les deux pratiques. C'est vrai. Autre question? Bonjour. Moi, j'ai une question sur votre routine. Vous l'avez très très rapidement évoquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit votre routine et surtout, est-ce qu'elle a évolué tout au long de votre carrière? Alors oui, la routine, c'est hyper important. Je l'ai travaillé. Nous, on a aussi des notions de timing, c'est-à-dire qu'on a un temps imparti pour taper un coup. Donc déjà, il faut que notre routine rentre dans ce temps imparti. Après, les routines, elles sont propres à chacun. Et il est important de savoir sur quoi vous vous appuyez pour effectuer le geste le plus optimum. Moi, je m'appuyais beaucoup sur des repères techniques, parce que j'avais un travail, j'ai eu un travail de longue haleine à faire sur toute cette partie de mon mouvement. Donc je m'appuyais sur ces choses-là. J'ai le souvenir de ma première Solheim Cup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Ryder Cup. Voilà. Donc il y a la même chose chez les femmes, qui s'appelle la Solheim Cup. Ça, je l'ai joué 4 fois. Et ma première Solheim Cup, c'était aux États-Unis. Et il y avait un bruit incroyable. Il y a des tribunes énormes. Et puis aux États-Unis, c'est encore plus bruyant. Et il y avait un bruit incroyable. Et au moment où le monsieur du départ a pris le micro, il y a eu un gros silence. Et là, j'ai le cœur qui a explosé. Je tremblais. Enfin, j'ai perdu tous mes moyens. Et à ce moment-là, j'ai voulu mettre la balle sur le tee. Et la balle est tombée. Parce que je tremblais tellement. Je l'ai remise, elle est retombée. Et là, il y a la télé en live, il y a toutes les copines qui se disent « Oh, non mais elle va nous faire une catastrophe ». Enfin bref. Et je me suis retournée, j'ai regardé mon cadet, donc le type qui porte mon sac, et je me suis dit « Si je n'arrive pas à poser cette balle sur le tee, je vais être obligée de lui demander de le faire ». Et là, je me suis rappelée, mais ça va vite, ça va très vite, je me suis rappelée de toutes les choses que je travaille de manière répétitive chaque jour. Et je me suis appuyée là-dessus. Donc je me suis collée devant la balle, j'ai fait mes routines dans ma tête. Ici, tu penses qu'à ça, et après, boum, tu lâches les chevaux. Et j'ai fait un coup magnifique, et j'ai très bien joué toute la journée. Mais effectivement, connaître ses routines, mais à la seconde près finalement, parce que ça relève c'est tellement minutieux, c'est très très important. Et c'est une force, parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer dessus en cas de danger. Mais c'est un travail quasi quotidien. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la technique qui n'était pas très au point. Tu estimes que le comportement est plus important que la technique, ou qu'est-ce qu'il y avait derrière cette phrase? Que quand tu étais en Amérique, tu n'avais pas une technique super, mais que tu t'es mis à jouer et que c'est passé quand même. Oui, disons que j'avais un mouvement qui n'était pas... certains biomécaniciens ont envie de parler de perfection, donc j'en étais loin. Mais ce mouvement me permettait d'envoyer la balle d'un endroit à un endroit souhaité.
Donc pendant cette période-là, en tout cas, ma priorité, c'était aller du point A au point B en le moins de coups possible. Et j'ai appris ça. Donc je faisais des coups, on va dire, moyens, entre guillemets, mais qui me permettaient de performer. Est-ce qu'on peut dire que c'était ta singularité? Oui, c'en est une parmi tant d'autres. Merci Gladys.